Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons venir parler de la personnalité et en particulier de la deuxième partie du CM, donc c'est-à-dire les séances 7 à 12. Alors le but de cette courte vidéo, c'est de vous présenter une petite bibliothèque d'études qui ont été présentées lors du CM ou non, il y en a une qui n'a pas été présentée lors du CM, tout simplement car ça peut toujours être utile lors du contrôle terminal si jamais vous pouvez citer des études scientifiques dans votre composition. Je rappelle, une zone contrôle terminal, c'est sur une situation que l'on doit expliquer ou rajouter du scientifique là-dedans. Bref. Alors, juste avant que la vidéo commence, s'il y a des petites coupures, c'est normal, c'est juste moi qui aurais fait un montage, tout simplement car je ne maîtrise pas encore parfaitement le sujet. Je suis encore en pleine révision, certainement comme vous. Et du coup, juste avant de commencer et de vous présenter ces diverses études, on va d'abord introduire cette vidéo par le modèle à 5 facteurs et la théorie à 5 facteurs. Voilà, toutes ces études sont vraiment autour de cette théorie et ce modèle à 5 facteurs. Du coup, je pensais que c'était important, malgré tout, de faire un petit rappel là-dessus. Et donc là, vous voyez ici, c'est le schéma de la personnalité, qui vient de la théorie des 5 facteurs de McCrae et Costa, qui a été conçu de 96 à 2006. Alors du coup, pour faire un petit rappel, le modèle à 5 facteurs, c'est euh, c'est sous un consensus en fait empirique selon lequel on aurait 5 facteurs en fait qui détermineraient notre personnalité. Macrae et Costa en fait veulent ajouter de la théorie face à ce consensus empirique. Pour cela, ils ont une première étape qui est la conception d'un outil, qui est la néopie, puis la néopire, donc la version revisitée, en ajoutant notamment l'ouverture et l'ouverture et la conscience. Bref, il y a les 5 facteurs à la deuxième version, donc en 92. Et suite à la création du néopire, je rappelle, néopire c'est du coup un inventaire où on mesure les 5 différents traits de personnalité, donc le océan, ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme. Donc oui, et du coup, oui, le néopire est composé, je rappelle, de 240 items. Et donc suite à la conception de ce modèle, enfin la conception de cet outil qui a une bonne validité de critères, je rappelle en comparant ces résultats avec les tests d'Aysen qui est de Cattell. Ils ont ensuite fait une théorie avec un schéma, et le schéma le voici. Donc la théorie de la personnalité, c'est tout simplement en fait que nous avons deux composantes de la personnalité. Nous avons les tendances fondamentales qui sont immodifiables, qui sont générales, abstraites et qui sont vraiment immodifiables au plus profond de nous, et qui seraient uniquement en fait basées sur de la biologie. C'est la biologie qui ferait que nous ayons ces traits fondamentaux. La seconde partie de notre personnalité, ce sont les adaptations caractéristiques, c'est celles qui peuvent varier en fait en fonction des situations, du contexte, etc. Donc nous avons par exemple la culture qui peut venir modifier nos adaptations caractéristiques, nos aspirations personnelles, nos attitudes, ou encore nos mythes personnels, avec notamment le concept de soi qui appartient aux adaptations caractéristiques, voilà, qui contient le schéma de soi, euh, l'estime de soi, en fait c'est une vision affective et cognitive de nous-mêmes. Et donc ces adaptations caractéristiques peuvent être modifiées par des influences extérieures, donc ça c'est les données d'entrée et de sortie, et aussi notre biographie objective, donc c'est tout ce qui a du sens dans notre vie euh, à nos yeux en fait. Donc ça peut être par exemple nos valeurs, nos buts, etc., etc. Et donc si on en croit le schéma ce schéma de la personnalité de Macrae et Costa, les tendances fondamentales, donc le océan, donc les scores à leur test, ne sont pas modifiables selon les influences extérieures. Nous allons voir des études qui remettent un peu en cause, en fait, pas uniquement cette partie, mais en fait un peu tout dans le schéma finalement. Et on va tout de suite commencer avec deux études euh, qui remettent un peu en cause l'idée que les traits fondamentaux, ou les tendances fondamentales, si vous préférez, sont uniquement d'ordre biologique. Voilà. Et donc on va tout de suite commencer avec une première étude de Renfro et collaborateurs en 2008. Alors cette étude, elle n'a pas été présentée au CM, c'était uniquement dans le coin d'une petite diapo. On pouvait aller voir ça plus en détail si ça nous intéressait. Personnellement, ça m'intéressait. Et du coup, c'est toujours utile de vous partager cette petite expérience, un peu hors CM, mais évidemment dans le sujet. Enfin, dans le sujet, on est toujours
dans le contexte de la personnalité, etc., etc. Alors du coup, Renfrew et Cowater, ce qu'ils vont montrer, c'est que la géographie a un lien avec les traits. Comment ont-ils procédé pour montrer cela? En fait, ils ont pris des groupes. Enfin, ils ont fait 50 groupes. Un groupe par État des États-Unis. Donc, il faut imaginer, en fait, ils ont 50 groupes, un échantillon gigantesque, avec un groupe pour, par exemple, l'Alabama, un groupe pour l'État de New York, un groupe pour la Californie, etc., etc. Donc, pour chaque groupe, ils ont fait, ils ont fait des moyennes de chaque trait. Autrement dit, imaginons qu'il y ait 15 000 personnes en Alabama, ils font le petit Big Five à ces 15 000 personnes, et ils font des moyennes de chaque trait. Voilà. Donc ça fait une moyenne d'agréabilité, une moyenne de conscience, etc., etc. Et après, ils comparent. Ils comparent entre les États s'il y a des différences. Ce qu'ils trouvent, c'est des différences significatives entre les États. Cela signifie que dans un État A, on peut être par exemple significativement plus agréable en moyenne par rapport à un État B. Et là, on est complètement en dehors de la génétique. C'est-à-dire que nos tendances fondamentales là sont liées à la géographie dans ce cas-là, et non pas uniquement à la génétique. Et c'est bien l'intérêt de cette étude, c'est de montrer en fait qu'il n'y a pas que la génétique qui visiblement entre en compte dans la conception de nos traits de personnalité, vu qu'on voit qu'il y a des différences selon la géographie. Alors ensuite, on a une autre étude autour de cette génétique qui ne serait pas en fait le seul concepteur de la personnalité, voilà, de même des traits tendances fondamentales, voilà, l'océan. Donc on aurait aussi le traitement, donc le traitement notamment le traitement des parents, affectifs, etc., qui joue dans la construction de la personnalité. Donc là c'est Borcono en 2002. Donc il a fait des tests avec des jumeaux, enfin il a fait deux mesures, une mesure des traits de personnalité et une mesure sur les différents traitements avec des jumeaux monozygotes, des jumeaux dizygotes de même sexe et des jumeaux dizygotes de sexe différent. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour les jumeaux monozygotes, on observe qu'il y a des différences entre chaque trait. Donc en moyenne, par exemple en moyenne, sur un trait, par exemple l'agréabilité, il y avait, il me semble, une différence de 5 ou 6 points entre les deux jumeaux monozygotes. Donc en fait, il y a une différence de trait entre les jumeaux monozygotes. Alors qu'ils sont 100% de génétique en commun. Jumeaux monozygotes, c'est vraiment 100% génétique identique. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que là, il n'y a pas que la génétique qui est responsable des traits de personnalité, tout simplement parce que sinon, les jumeaux monozygotes devraient avoir exactement les mêmes scores. Donc là, ça montre bien évidemment voilà, qu'il n'y a pas que la génétique là-dedans. Et il y a un autre facteur qui a été pris en compte, c'est le traitement du coup, où en fait un traitement similaire prédit des traits similaires. Donc là, c'est avec des dizygotes et les monozygotes aussi. Tout simplement, lorsque les deux jumeaux estiment qu'ils ont été traités de la même manière par les parents, et bien là, ils vont avoir des traits plus proches, ils vont plus se ressembler, ils vont avoir des scores au niveau de chaque trait très proches. Voilà. Donc là, ça vient mettre en avant l'idée du traitement qui pourrait être un peu une variable médiatrice entre la génétique et la personnalité similaire. Au sens où, par exemple, les jumeaux monozygotes sont génétiquement très semblables, on peut du coup les traiter un peu de la même manière, ils sont du même sexe, ils sont identiques, donc on les traite globalement de la même façon, et donc ça permettrait d'avoir une personnalité plus similaire. Là, c'est l'idée vraiment du traitement comme variable médiatrice. Alors ensuite, nous passons à Caspi et collaborateurs. Caspi et collaborateurs va nous permettre de savoir ce qu'il y a entre la génétique et les traits. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est pas un gène qui te donne le trait conscience, un gène qui te donne le trait agréabilité, etc., etc. C'est pas du tout ça, et le paradigme de la génétique moléculaire va nous permettre de comprendre cela. En fait, donc, dans l'expérience de Caspi collaborateur, on a un gène avec 3 allèles différentes, en gros 3 versions. Et chaque allèle en fait va donner une forme d'un transporteur de la sérotonine différent. Donc on a l'allèle SS, donc short short, l'allèle SL short long et l'allèle LL long long. Donc là, ça nous permet d'avoir 3 tailles de transporteurs de sérotonine différents, des transporteurs petits, donc transportent moins efficacement la sérotonine, ce qui fait que la sérotonine en fait circule plus dans notre système nerveux central, et au mieux les transporteurs long long, donc là ça fait des longs transporteurs
qui sont capables de récupérer plus de sérotonine, ce qui en fait diminue en fait la quantité de sérotonine qui circule dans notre système nerveux central, entre les synapses, etc., etc. Alors du coup, là ce qu'on se rend compte, c'est que la génétique, elle a un effet au travers de ce transporteur. Donc la génétique, elle n'agit pas directement sur la personne. La génétique joue sur les transporteurs, donc là, transporteur 5-HTT. Après, ça peut être aussi des enzymes, des protéines, diverses molécules, oui. Et en fait, c'est ça qui va rendre plus ou moins sensible à des événements vie stressants. Donc l'exemple de Caspi collaborateur, enfin dans leur étude, c'était la réaction à des événements vie stressants. Globalement, ce qui permet de montrer, c'est qu'avec la version du gène long, donc le LL là, donc long transporteur, on avait en fait les individus avaient de meilleures stratégies de faire face et donc avaient moins de risques de développer une dépression face à des événements de vie stressants, ou même face à une probable maltraitance durant leur enfance. Au contraire, les individus avec la version short, avec de faibles transporteurs en sérotonine, enfin transporteurs de la sérotonine qui sont petits, et qui donc laissent plus balader entre guillemets la sérotonine dans le système nerveux central pour vraiment vulgariser, eux vont être plus sensibles aux événements de vie stressants, car ils vont avoir de moins bonnes stratégies de faire face, et donc avoir plus de risques de développer en fait une dépression suite à beaucoup d'événements de vie stressants, ou suite à une maltraitance durant leur enfance. Donc là, ça peut un peu renvoyer à l'idée d'extraversion névrosisme. Donc vous voyez, l'extraversion, c'est plus les émotions positives, névrosisme, c'est l'intensité émotionnelle, les émotions négatives, l'instabilité émotionnelle. Donc ce qu'on peut penser, c'est que peut-être que ce 5-HTT, la version génétique, enfin voilà, la version génétique du transporteur, donc qui peut être SS, SL ou LL, peut jouer sur l'extraversion et le névrosisme par exemple. Donc une version SS, peut-être que l'individu aurait un score névrosisme plus élevé, et avec un allèle LL, il aurait indirectement une extraversion plus élevée en passant par le transporteur de sérotonine qui du coup limiterait la quantité de sérotonine qui se baladerait dans le système nerveux central. Toujours pour vulgariser. Du coup, l'intérêt de cette étude, c'est juste de dire qu'entre la génétique et les traits, il y a les molécules. Ce n'est pas la génétique qui détermine tes traits. Comme je disais, il n'y a pas un gène agréabilité, un gène conscience, etc. Ça passe par des molécules qui vont modifier potentiellement nos comportements, nos façons de penser, nos réactions émotionnelles, etc., etc. Donc ce sont bien les molécules, sous forme de protéines, enzymes, etc., etc., qui vont venir, hormones, qui vont venir un peu conceptualiser nos traits. Alors ensuite, nous avons Manouk et collaborateurs en 2005. Alors là, on s'intéresse à la réceptivité aux hormones et compagnie, donc je disais compagnie parce que ça peut être aussi neuromédiateurs, neurotransmetteurs, qui en fait dépendent du milieu social. Donc là, vous voyez ici, il y aurait un peu une variable modératrice qui serait en fait le milieu social. Et donc dans leur étude, c'est encore avec la sérotonine, c'est la réceptivité à la sérotonine selon le milieu social. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sérotonine, si on est bien réceptif à la sérotonine, on va avoir plus de production de prolactine, qui est une hormone. Globalement, la sérotonine va permettre la production de prolactine. Si on produit plus de prolactine, ça veut dire qu'on est plus réceptif à la sérotonine. Si on produit peu de prolactine, c'est-à-dire qu'on est plus réceptif à la sérotonine que nous a injecté l'expérimentateur pour l'expérience. Et donc là, ce que montre l'étude, c'est qu'il y a des différences selon le sexe et le milieu social. Voilà, qu'on soit homme ou femme, sans que les femmes sont plus réceptives à la sérotonine et on est plus réceptif à la sérotonine dans un milieu social favorisé. C'est ce que j'ai écrit entre parenthèses. Et donc l'intérêt ici, c'est de montrer que l'impact des molécules, et en amont du coup de la génétique, parce que je rappelle, les molécules sont créées grâce à la génétique, est modéré par l'environnement. Donc là, on voit déjà une interaction entre génétique et environnement dans le fonctionnement, la réceptivité, etc. de la molécule, et donc sur les traits, vraiment les tendances fondamentales. Donc l'environnement, en fait ici, contrairement à ce que dit la théorie à 5 facteurs, aurait un impact sur nos traits, nos tendances fondamentales, le océan.
Alors ensuite, nous passons à Marcus en 1977. Alors donc là, il s'intéresse au concept de soi dans les tests de personnalité. Alors je rappelle, le concept de soi, c'est une partie des adaptations caractéristiques, juste ici. Désolé pour la qualité du schéma qui est vraiment pas incroyable. Donc en fait, ce concept de soi, c'est comment nous nous voyons à l'instant présent. Donc il contient nos schémas de soi, euh, nos mythes et croyances personnelles, ou encore notre estime de soi. Par exemple, c'est comment on se voit au niveau cognitif et affectif, comment on se voit. Par exemple, est-ce qu'on s'apprécie, est-ce qu'on se trouve compétent, etc., etc. Alors justement, Marcus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dans une première étape de l'expérience, insérer un trait dans le concept de soi d'étudiant. Donc ils vont insérer un trait qui à la base n'était pas présent dans le concept de soi, et ce trait c'est indépendant ou dépendant. On va y avoir trois groupes, le groupe indépendant, le groupe dépendant, le groupe aucun des deux, qu'on nomme contrôle dans notre jargon. Et donc si ce trait est important pour l'individu, le trait de je suis quelqu'un de dépendant, je suis quelqu'un d'indépendant, si ça c'est important pour l'individu, il va y avoir des modifications de description de sa personnalité par rapport à ceux qui en fait s'en moquent en fait ou sont plus dépendants. Donc en fait, suivant le trait qu'on va ajouter au concept de soi, là on a juste modifié le concept de soi, on n'a pas modifié du tout les traits fondamentaux, là il n'y a eu aucun changement. Mais malgré qu'on n'ait pas touché aux traits fondamentaux, dans ce cas-là, juste touché au concept de soi, il va y avoir des modifications de la description de sa personnalité, et donc des modifications dans les scores du Big Five de l'océan, alors qu'on n'y a pas touché. Donc là, l'intérêt ici, c'est de se rendre compte que le concept de soi teinterait les résultats d'un inventaire sur les tendances fondamentales. Alors après, McCrae et Costa, face à ça, ont eu une petite défense. Alors le néo-pire qu'ils ont créé, en fait, il y a des passations en auto et en hétéro-description. Hétéro-description, c'est quelqu'un qui décrit une autre personne. Si le néo-pire mesurait, était sensible au concept de soi, il devrait y avoir des grosses différences entre l'auto-passation et l'hétéro-passation, au sens où il n'y a que le sujet en auto-passation qui peut avoir son concept de soi. Or, ce qu'ils se rendent compte, McCrae et Costa, c'est qu'il y a des similarités, ressemblances entre l'auto et l'hétéro, passation, description, comme vous préférez. Ce qui signifie donc que, selon eux, le concept de soi en fait n'intervient pas dans leur inventaire et que ça mesure bien les tendances fondamentales. C'est juste, ils se défendent juste par l'idée que auto-hétéro-passation, c'est pareil, donc il n'y a pas de concept de soi qui intervient. Après, ce qui est un peu dérangeant avec l'auto-hétéro-passation, qui sont un peu semblables, ça veut dire qu'une personne lambda te connaît, enfin, serait capable de décrire ta personnalité tout aussi bien que toi-même. Donc c'est un petit peu, ça peut paraître un peu étonnant cette idée d'auto et d'hétérodescription qui correspondent tout simplement. Donc là maintenant, on va passer à Zhu et collaborateurs en 2016, donc 2007 pardon. Donc là, on va rentrer dans l'espace culture. Là, la culture, c'est vraiment très important. C'est l'impact de la culture sur le jugement et avec Geboa juste après sur la personnalité. Donc Zhu et collaborateurs en 2007, la culture va influencer notre jugement de soi. C'est ce qu'ils ont montré en utilisant des IRM fonctionnels. Ils ont mis des sujets là-dedans et ils devaient euh, se juger au travers de traits de personnalité, soit puis autrui. Autrui, ça pouvait être soit leur mère, soit quelqu'un d'autre complètement lambda, enfin plus ou moins lambda, parce qu'il me semble que l'exemple c'était le président, mais bon, ça dépend pour qui le président est un individu lambda. Alors du coup, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le cortex préfrontal médian est plus activé chez les individus qui appartiennent à une société individualiste. Or, ce petit aire cérébral est responsable du jugement de soi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, dans une société individualiste, on cherche plus à se différencier d'autrui. Au contraire, dans une société collectiviste, ce cortex préfrontal médian va être moins activé par rapport à l'individualiste, et donc on va moins se différencier d'autrui. Autrement dit, on cherche dans la culture individualiste à sortir du lot, à montrer qu'on a des meilleurs traits de personnalité, etc., etc. Et ça passe par l'activation plus forte de ce cortex préfrontal médian qui semble être lié, du moins, à la culture dans laquelle on vit. Donc l'intérêt en fait de cette étude, c'est de montrer que notre jugement et donc notre autodescription, je rappelle que la test de personnalité, c'est tout le temps des mesures auto-rapportées, tout le temps de l'autodescription, dépend de la culture dans laquelle
on est baigné, dans laquelle on vit, tout simplement. Ensuite, nous avons Gebauer en 2013, je ne sais pas si on prononce comme ça. Et donc là, c'est directement la culture qui va impacter notre personnalité. Pas juste notre jugement sur notre personnalité, mais vraiment notre personnalité en elle-même. Donc en fait, la culture prescrit des traits. Donc les cultures individualistes qui prescrit des traits orientés vers soi, par exemple ambitieux, courageux, je sais pas, sportif. J'essaie de trouver des traits qui sont amélioratifs pour le soi, alors que d'autres cultures plus collectivistes ont plus tendance à prescrire des traits orientés vers autrui. Donc par exemple, bienveillant, agréable, sympathique, altruiste, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, globalement, ce qui se passe, c'est que les individus se décrivent plus avec des traits correspondant aux attentes de la société. Autrement dit, les individus d'une société individualiste vont plus se décrire avec des traits orientés vers le soi, alors que les individus d'une société collectiviste vont plus se décrire avec des traits orientés vers autrui. Donc là, ça correspond aussi à différents traits fondamentaux. Donc typiquement, la conscienciosité, c'est plus pour soi. L'ouverture, c'est aussi plus pour le soi. Attendez, je suis un petit peu perdu. L'agréabilité, c'est plus pour autrui, c'est sûr. Et vous voyez, en fait, dans les traits fondamentaux, il y en a qui sont plus vers autrui, plus vers soi. Vous voyez, qui ont plus d'intérêt pour nous, pour les autres. Et donc, en fait, voilà, euh, on se décrit plus avec des traits qui correspondent aux attentes de la société. Autrement dit, dans une société collectiviste, on va plus se décrire avec des traits euh, qui sont orientés vers autrui, donc peut-être que, en moyenne, ceux venant de sociétés collectivistes seront plus agréables. Enfin, se décriront comme plus agréables. Et donc là, il y a un petit supplément aussi, ça c'est un truc très intéressant à comprendre, c'est que la correspondance entre les attendus de la culture et ce que nous avons comme trait de personnalité, enfin ce qu'on s'attribue nous-mêmes du moins, permet une meilleure estime de soi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est si tu corresponds aux attentes de la culture, tu as une bonne estime de soi. Si tu ne corresponds pas à ce qui est prescrit par la culture, tu n'as pas une bonne estime de soi. Estime de toi. Je sais pas trop comment dire là par contre. Et donc l'intérêt de cette étude, c'est de montrer qu'il y a des différences interculturelles des descriptions. Ah oui, puis j'avais un tout petit exemple. C'est, imaginons peut-être que quelqu'un dans une société individualiste qui est agréable, sympathique, chaleureux, etc., donc beaucoup de traits orientés vers autrui, mais très peu orientés vers soi, pourrait alors avoir une faible estime de soi. Alors qu'un individu qui est, comme je le dis, chaleureux, bienveillant, sympathique, etc., qui vit dans une société collectiviste pourrait avoir une bonne estime de soi, même s'il a peu de traits orientés vers lui, donc vers le soi. Donc du coup, il intéresse ici les différences interculturelles des descriptions. Donc ça peut être pour plusieurs raisons, ça c'est hypothétique, hein, là c'est juste hypothétique, potentiellement pour maintenir une bonne estime de soi, donc autrement dit, on correspond à la culture pour maintenir notre estime de soi, ou par simple intériorisation du prescrit, donc on sait ce qui est prescrit, on intériorise, on le devient, et puis basta. Passons maintenant à l'INAM et collaborateurs en 2000. Alors là, du coup, ça serait la prédiction, donc là on va s'intéresser maintenant aux conséquences en fait. Donc le but, bien évidemment, d'un test de personnalité comme science, c'est de pouvoir prédire, c'est vraiment le but ultime en fait, entre guillemets, c'est de prédire des comportements, c'est prédire ce qui va se passer, comment va réagir l'individu avec sa personnalité face à cette situation. Donc la prédiction d'un comportement en fonction d'un trait dépend de l'environnement. Donc là encore une fois, il y a l'environnement qui intervient. Tu peux juste pas prédire un comportement avec un trait. Il y a vraiment l'environnement qui vient encore une fois modérer cette prédiction. Donc là, pour l'INAM et collaborateurs, c'était le lien entre impulsivité et comportement de délinquance. Donc là, c'était chez les enfants de 13 ans, il me semble. Donc le comportement de délinquance 13 ans, il pas énorme, quoi. Et donc en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ça dépend du milieu social. Donc en fait, c'est pas compliqué, il y a impulsivité, soit tu as une impulsivité plutôt forte, soit plutôt faible, et il y a les comportements de délinquance. Ils ont comptabilisé le nombre de comportements de délinquance qu'ils ont effectués dans les 6 derniers mois, et puis voilà, ils font des corrélations, et puis voilà quoi. Et donc en fait, il n'y a pas le lien en milieu favorisé, pardon. Autrement dit, il y a un même risque
de faire des comportements délinquants qu'on ait une faible ou une impulsivité faible ou élevée, alors qu'il y a un très fort lien en milieu défavorisé. Autrement dit, si tu es très peu impulsif dans un milieu défavorisé, il y a très peu de chances que tu aies des comportements délinquants, alors que si tu es très impulsif, il y a beaucoup plus de chances beaucoup plus de risques plutôt, que tu aies des comportements délinquants. Donc l'intérêt, encore une fois, ici, c'est la prédiction d'un comportement qui dépend de l'inclusion, demande l'inclusion de l'environnement. Alors, encore une fois, tu veux prédire comment il va réagir en fonction de sa personnalité, mais il faut que tu prennes aussi en compte l'environnement dans lequel il va se comporter. Alors, avant-dernière étude, on a Sheldon et collaborateurs en 1997, ça c'était au tout début du diapo de la séance 4. Je rappelle, j'ai pas mis toutes les études, j'ai mis juste les plus importantes pour moi, et puis voilà, si ça peut vous permettre de vous les rappeler, de les sortir lors du contrôle terminal, c'est toujours ça de gagner. Et donc, pour Sheldon, ils vont s'intéresser au rôle social qui peut impacter la description de soi. Pas forcément la personnalité, il est très fondamental, juste la description de soi déjà. Donc, suivant le rôle que nous possédons, par exemple, on se met dans un rôle de collègue, on se met dans un rôle d'ami ou encore de partenaire amoureux, on s'imagine dans un de ces trois rôles. Même plus, il avait aussi fait le rôle d'étudiant, il me semble. Il y a un dernier rôle, je ne me souviens plus très bien. Donc en fait, les individus ne vont pas se décrire de la même façon. Ils sont toujours les mêmes personnes, ils sont toujours les mêmes traits fondamentaux, entre guillemets, mais vont se décrire différemment, et donc le résultat au et au pire va être différent. Par exemple, lorsqu'on se met dans un rôle de collègue, on va se décrire comme plus consciencieux par rapport aux autres rôles. Dans un rôle d'ami, on va se décrire comme plus extraverti. Dans un rôle partenaire amoureux, comme plus ouvert. Donc là, l'intérêt ici, c'est que ça a posé des questionnements profonds sur la théorie des 5 facteurs. Effectivement, là, je fais un petit raisonnement presque logique. Si l'environnement ne modifie pas les tendances fondamentales. Donc là, c'est le postulat de base de la théorie des 5 facteurs. C'est l'environnement, ça ne touche pas aux tendances fondamentales, ça touche uniquement aux adaptations caractéristiques qui ne sont pas mesurées par le test. Alors le test utilisé mesure les adaptations caractéristiques. Oula, attendez, j'ai fait une bêtise là. Ah bah oui, non, c'est pas du tout une bêtise. Parce que vous voyez, ce que je veux dire là en fait, c'est que les résultats sont différents, suivant le rôle. Donc si l'environnement ne modifie pas les tendances fondamentales, et qu'il y a malgré tout une différence dans les scores, c'est-à-dire que le test utilisé mesure les adaptations caractéristiques. Sinon, il ne devrait pas y avoir de modification, suivant le rôle. Donc c'est que ça mesure les adaptations caractéristiques. Et sinon, donc si malgré tout, on dit que les tendances fondamentales ne peuvent pas... si malgré tout on dit que le test mesure les tendances fondamentales malgré cet argument, c'est que l'environnement modifie les tendances fondamentales. Oui, c'est un peu une sorte de... C'est pour coincer un peu leur idée que la génétique est la seule responsable des tendances fondamentales. En fait, je fais un tout petit rappel parce que c'était pas clair. Pour rappeler plus efficacement, là, ce qu'on observe, c'est qu'au test, il y a des modifications suivant le rôle, donc suivant l'environnement. Et donc, si on dit que l'environnement ne modifie pas les tendances fondamentales, et que là, dans le test, on voit des modifications, c'est-à-dire que le test ne mesure pas les tendances fondamentales, mais qu'il mesure les adaptations caractéristiques. Si malgré tout on dit non, ce test mesure bel et bien les tendances fondamentales, même s'il y a des modifications, ça mesure les tendances fondamentales, bah, ça veut dire alors que l'environnement modifie les tendances fondamentales. Je sais pas si vous voyez le raisonnement. Bon, c'est pas grave, on passe à la dernière étude avec Koussina ou Koukina, je sais pas comment on dit, et Vassilopoulos, dur à prononcer, en 2005. Donc là, c'était pour finir un peu léger, entre guillemets, avec les corrélations quadratiques. Enfin, léger pour moi en tout cas. Donc, le lien entre un trait et ses conséquences générales, je rappelle que les traits abstraits généraux ne peuvent prédire que des comportements et conséquences de vie généraux, sur la vie peuvent ne pas être linéaires. Donc là, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il peut y avoir des corrélations quadratiques, donc en forme de U. Et donc dans leur expérience, c'était entre la GPA, alors la GPA, je crois que c'était la gestion pour autrui au début, mais pas du tout, c'est
une sorte de test universitaire qui a l'air un peu important, je sais pas dans quel pays c'était fait, et la conscience, les traits de conscience et d'ouverture. Et donc en fait, ce qui se passe pour, par exemple, la conscienciosité, avec un certain niveau de conscienciosité, ça va être bénéfique pour la réussite universitaire, ou du moins pour la réussite au GPA. Mais si on est trop consciencieux, ça devient négatif. Vous voyez, ça fait vraiment une forme en U là plus inversée. Alors que pour l'ouverture, être ouvert, ça devient négatif, puis ça redevient positif. Lorsqu'on est extrêmement ouvert, ça devient positif ça devient bénéfique à la réussite universitaire, car en fait, on serait peut-être plus extrêmement curieux, on s'investirait peut-être un peu plus par curiosité dans nos études et on explorerait plus les différents horizons possibles de nos études. Donc là, l'intérêt ici, c'est de se rendre compte de la complexité du lien qu'il peut avoir entre deux variables. C'est pas toujours une ligne droite comme on voit dans les stats avec Easier. Chaque fois, nous, on voit une ligne droite. Vous voyez, on voit une ligne droite, corrélation à moins 0,25 ou je sais pas quoi. Ça peut être quadratique, donc dans ce cas-là, bah, la corrélation, il y aura un carré dedans. Enfin, ça serait une formule au carré, quoi. Et donc ça peut être possible peut-être dans de nombreux cas que l'on ignore. Donc dans de nombreux cas, nombreuses relations entre conséquences de vie et traits, et qu'on ne le sache peut-être pas. Peut-être que d'être trop ouvert avec son partenaire amoureux devient nocif, ou peut-être qu'être, je sais pas, trop extraverti avec ses amis devient aussi négatif, a un impact peut-être négatif. Je dis peut-être parce que là, ce sont des suppositions. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vais la publier tout de suite, vu que c'est dans moins de 24 heures l'examen. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.